Parlons-en, un podcast du département de l'Aude. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du département de l'Aude. Je suis avec David Mazot, chargé de mission architecture et archéologie à l'association Mission Patrimoine Mondial, à qui le département de l'Aude a délégué le pilotage de la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les forteresses royales du Languedoc. Alors David, on a déjà réalisé un premier épisode sur ce qu'étaient les forteresses royales du Languedoc, pourquoi on les appelait ainsi, quelle était leur histoire, pourquoi forteresse royale plutôt que château cathare. Donc maintenant, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet et s'interroger sur la vie au quotidien au cœur des forteresses, qui y vivait, comment on y vivait. Vous êtes ici, David, pour répondre à toutes ces questions et merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui habitait dans ces forteresses ? En fait, on n'a pas énormément, il faut comprendre qu'on n'a pas énormément de documents. On n'a que quelques documents d'archives qui sont souvent issus de livres de comptes, de comptabilité, pas plus. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a des garnisons, que ces garnisons sont commandées par un châtelain. Il y a toujours un châtelain qui est pas forcément un noble, c'est un capitaine, c'est un officier, c'est lui qui commande la place. Il a sous ses ordres des sergents. Les sergents, c'est des simples soldats. C'est le gros de la garnison. Et on sait aussi, les livres de compte mentionnent aussi des fonctions subalternes comme les portiers, les guetteurs, donc des gens qui sans doute restent au château, sont portiers. On pourrait voir un concierge, quelqu'un qui est là en permanence et qui s'occupe de tenir le château en permanence et quand les garnisons sont en patrouille ou ailleurs, des guetteurs, donc là ça doit être vraiment lié à des gens qui ont une excellente vue peut-être. En tout cas, c'est des gens qui sont pas payés pareil, qui rentrent pas au même rang que les sergents dans l'administration. Voilà, donc il y a quelques fonctions subalternes et il y a toujours aussi systématiquement un chapelain, un religieux. On sait aussi, parce que c'est le roi qui paye leur entretien, donc ça rentre dans la comptabilité, on sait aussi qu'il y a des chiens de garde dans ces châteaux. Les châteaux sont assez développés. Les garnisons ne sont pas très nombreuses, on nous parle souvent d'une dizaine d'hommes. Donc pour assurer vraiment la garde de l'enceinte, surtout la nuit, éviter les escalades, il y a des chiens de garde, des gros chiens, on appelle ça des matins, c'est les gros dogs, c'est des chiens gros gabarits qui gardent la forteresse. D'accord. Et donc du coup, ces personnes, elles vivent, c'est vraiment le système militaire, il n'y a pas de famille. On sait pas grand-chose là-dessus. On n'a aucune mention des familles parce que si les familles sont là, elles sont à la charge du soldat. Donc le roi ne rentre pas dans leur entretien. Par contre, on a quelques textes qui, en période de crise, demandent que les femmes et enfants qui sont dans les garnisons soient évacués. Parce que la guerre approche, parce que voilà, on veut pas de bouche à nourrir inutile dans le château. Donc voilà, qu'on renvoie les femmes et enfants. Alors on ne sait pas si c'est des textes qui veulent dire que les familles sont là en permanence, ou si c'est simplement parce qu'il y a eu des abus, que c'était pas autorisé et qu'on s'est aperçu qu'il y avait femmes et enfants qui étaient dans le château. C'est pas assez précisé, mais en tout cas c'est possible qu'il y ait eu les familles des soldats dans les châteaux, ça oui. Il y a aussi quelque chose. Ces châteaux, leur construction s'étale à peu près sur une 50aine d'années, et on peut imaginer quand même que il y a une cohabitation entre bâtisseurs et garnison pendant un temps, parce que c'est un chantier permanent. Pendant une 50aine d'années, c'est pas rien. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait forcément un chapelain dans chaque forteresse. Donc je suppose que la religion avait une place très importante au cœur des forteresses. Oui, alors ces châteaux, le gros du réseau, il se met en place au temps de Saint-Louis, de Louis IX, donc vraiment une époque où il y a un encadrement religieux très strict, et nous sommes en plus sur une terre qui a été conquise après une croisade pour des motifs d'hérésie. Il y a l'Inquisition qui continue à sévir dans le pays, etc. Donc il y a un encadrement religieux des garnisons. Mais il faut penser aussi que le chapelain, c'est sans doute sur la garnison peut-être le seul qui sait lire et écrire. Et donc tous les aspects administratifs, les courriers, etc., c'est sans doute lui qui en a la charge. Donc voilà, il a un rôle religieux. Donc des chapelles, il y en a, on en connaît quelques-unes. On connaît celle d'Aguilar, Peyrepertus aussi, on les connaît. Après, certaines, on a des mentions. On nous parle d'une chapelle à Quéribus, on nous parle d'une chapelle à Puylaurens, mais on ne sait pas où elles étaient. D'accord.
Quand vous parlez d'aspects administratifs, ça ressemble à quoi concrètement? J'aurais du mal à vous le dire, mais parce que justement, on a très très peu de documents d'origine qui sont conservés. Mais il y a forcément des livraisons. Par exemple, les châteaux, ils sont tributaires de l'arsenal du roi pour le ravitaillement, soit en alimentation, soit en matériel. Donc, s'il y a des livraisons, il y a des courriers pour commander du matériel. Il y a des reçus quand le matériel est arrivé. Ensuite, on est sur des endroits qui sont aussi un petit peu, je pense qu'il y a un rôle de gendarmerie aussi. C'est la police du roi qui est assurée ici, donc il y a sans doute surtout des courriers à faire, à rédiger pour avertir qu'il se passe ceci ou cela. Ou comme des arrêtés, ce genre de choses. Des choses comme ça, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de correspondance. D'accord. Donc pour en revenir aux garnisons, est-ce qu'elles étaient permanentes et quelles étaient leurs missions? Alors les garnisons, elles sont permanentes, oui. Le château est toujours occupé par une garnison en permanence. Leurs missions, elles sont diverses et variées. C'est-à-dire que je pense, je le redis, que il y a un rôle de gendarmerie, de police sur le secteur. Il y a un rôle de surveillance par rapport à des points stratégiques précis, des cols, des passages, des frontières, etc. Et il y a un rôle aussi guerrier en cas d'alerte, en cas d'invasion, en cas de problème. Donc ces garnisons, elles vont au combat, voilà. Donc ça c'est leur principale mission. Ensuite, il faut réaliser aussi qu'il y a 2 temps dans l'histoire des garnisons. Au départ, le roi arrive dans un territoire hostile, il ne peut pas compter sur la population, il s'en méfie, et là on a des garnisons qui viennent du nord, du royaume, enfin qui viennent d'ailleurs, qui sont nommés par le roi, qui font un temps de garnison et qui s'en vont. Exactement comme dans la gendarmerie, les châtelains tournent, les sergents tournent aussi, voilà, ils restent un temps, puis ils s'en vont, on les met ailleurs. Et puis à partir du XIVe siècle, là, l'autorité royale, elle s'est imposée, les populations, elles sont complètement assimilées au royaume, il n'y a pas d'ambiguïté, et à partir de là, pour faire des économies, pour que ce soit plus simple, le roi décide de confier la garde et l'entretien des forteresses aux gens du pays. Disons voilà, les familles qui vont se charger de fournir du monde pour défendre la forteresse, etc. À leur compte, en général, c'est elles qui s'équipent en armement, voilà, qui démarrent ça. Donc, les familles qui vont s'occuper de ça seront exemptées d'impôts. D'accord. Donc, c'est intéressant. On les appelle, à ce moment-là, le terme, c'est les mortes-payes, parce qu'ils ne touchent pas de salaire. À la différence des précédents qui étaient payés par le roi, là ils ne touchent pas de salaire, mais ils sont exemptés d'impôts. Donc évidemment, une famille qui a une ferme sous le château de Payerepertuse, qui envoie un enfant garder le château, toute la famille a une exemption fiscale. Et en plus, cette exemption d'impôts, elle est héréditaire, on la transmet à ses enfants. Donc ça fait des familles privilégiées en quelque sorte. Même si on transfère pas forcément le rôle de protection. Si, on garde le rôle de protection, bien sûr, on garde le rôle de garnison, il faut continuer à monter au château. Mais la famille qui a commencé à être morte-paye, elle peut être morte-paye sur des générations. D'accord. C'est un privilège qu'elle a en quelque sorte, un privilège. Ce qui fait que ces familles-là, qui sont les notables en général du village, sont très très fidèles au royaume de France. Quelle était la part de la population militaire et civile? Justement, les civils, ça relève pas de l'autorité du roi, le roi ne paye pas pour eux, donc on sait rien du tout sur je pense pas que ces châteaux étaient étanches, je pense qu'ils vivaient au milieu de populations villageoises qui étaient là, il y avait bien des gens qui faisaient pâturer aux abords du château, voilà, il y avait mille raisons d'avoir des échanges, mais là on en a absolument aucune trace. On peut juste supposer cette cohabitation avec les bâtisseurs. Vous savez, en 1301, on a un livre de comptes du château de Payerepertuse qui nous parle de 200 personnes qui travaillent sur le chantier. Il y a quand même une garnison qui doit être au moins de 15-16 soldats. Il se passe des choses en même temps dans le pays vers 1300, donc il y a des allers-retours. Il y a beaucoup de monde quand même dans la forteresse à ce moment-là. Donc on va maintenant parler un petit peu de la vie quotidienne. Comment est-ce qu'il est vu au jour le jour en termes d'alimentation, d'hygiène, vie religieuse aussi, de loisirs? Alors loisirs inconnus, total. Ça pour le Moyen-Âge c'est pas très très détaillé, en tout cas pas pour les garnisons royales. Loisirs on ne sait pas du tout. Côté alimentation, on a 2 sources de renseignements. On a les textes qui nous expliquent que, notamment, on a un texte assez extraordinaire pour le château de Puylaurens en 1260 et quelques,
qui nous explique, qui était un reçu en fait. C'est le châtelain qui reçoit une livraison qui est venue de Carcassonne, où il a de l'armement, mais il a aussi du ravitaillement. Et ce ravitaillement, donc, c'est de l'huile, du vin, des graines, du poisson salé, je crois, des choses comme ça. C'est-à-dire tout ce qui peut se conserver. Ouais. Tout ce qui peut se conserver. Qui peut former un stock stratégique, une réserve en cas de siège. On a ce qu'il faut. On a un autre texte qui nous dit, par exemple, que le châtelain de Pérépertus, on l'autorise à vendre 30 jambons qui étaient avariés. Donc, ça veut dire que c'était vraiment les réserves stratégiques. Ils étaient pendus là depuis 70 ans. Et au moment donné, on s'est dit, bon, on va s'en débarrasser et on va les vendre. Voilà, donc on voit qu'il y a ce côté alimentation qui vient du roi. Et après, quand on fait des fouilles dans le château, c'est la deuxième source d'information, quand on fait des fouilles dans les châteaux, on voit des traces de vie quotidienne qui laissent penser que ces châteaux, ça devait être un peu aussi des cours de ferme. Il devait y avoir des poules, des cochons, il devait y avoir toutes sortes d'animaux, pourquoi pas, aux alentours, quelques terrasses cultivées. Voilà, ils doivent se produire une partie de leur nourriture. Comme toujours au Moyen-Âge, les gens se débrouillent avec l'espace où ils habitent, oui. Alors, côté haut, on a dans tous les châteaux des citernes qui sont d'assez gros volume, hein. On a plusieurs dizaines de mètres cubes d'eau qui peut être stockée en citernes, des citernes qui sont alimentées par les toitures. C'est l'eau de pluie qui est gardée. On a trouvé différents systèmes d'amener d'eau depuis les toitures jusqu'à la citerne, par des canaux, par des gouttières. On a trouvé sans doute des traces de bassins de décantation aussi, avec des procédés de filtrage, parce que cette eau qui vient des toitures n'est pas forcément très propre. Donc il y a tout un système pour conserver l'eau de pluie qui constitue le gros de la réserve en eau. Après, en général, il y a toujours un point d'eau pas loin. Et on peut imaginer qu'on va régulièrement chercher de l'eau fraîche à la source, qu'on monte jusqu'au château avec les ânes. La plupart de ces forteresses sont accessibles par des ânes, peut-être pas par des chevaux. Les ânes, ça porte sa charge, il n'y a pas de problème. Il faut s'imaginer que 4 ou 5 ânes qui montent amènent le ravitaillement, l'eau, etc. sans difficulté quotidiennement. Et en termes du coup d'hygiène et de vie religieuse? Alors hygiène, on a des latrines, on a de superbes latrines qui donnent dans le vide sur la plupart de ces châteaux, donc voilà, on les voit, hein, ils sont bien bâtis en pierre de taille, donc et on a des éviers, on voit des traces des citernes qui faisaient descendre de l'eau, donc il y a une vie quand même domestique qui est là, hein, bien évidemment, il veut pas même le sol, enfin c'est aménagé, je pense même que c'est bien aménagé par rapport à l'habitat de l'époque. Je pense que c'est des beaux volumes, c'est des maisons qui sont des espaces d'habitat qui sont bien conçus. Il y a des cheminées, il y a des choses que peut-être la famille du paysan qui habite en bas n'a pas en termes de confort. Mais sur l'hygiène, bon, c'est pas les mêmes notions qu'aujourd'hui aussi. Voilà. C'est sûr. Et sur la vie religieuse, on sait pas grand-chose. Il y a un chapelain, il y a une chapelle, donc il y a forcément des messes. C'est un peuple qui à l'époque est très croyant. À l'époque, le Moyen-Âge est croyant. Le Moyen-Âge, il y a toujours des gens qui pensent autrement, hein, oui. Toujours eu, hein, mais globalement, le Moyen-Âge est croyant, et les gens ne vont pas forcément contester le fait d'aller à la messe, ou voilà, on y va, c'est comme ça, c'est aussi une cohésion sociale aussi, hein, à travers ça, quoi. Oui. Donc voilà, mais après ces chapelles, il semble pas que ces chapelles soient des chapelles paroissiales, c'est-à-dire les villageois vont pas entendre la messe au château, c'est la chapelle de la garnison. On va maintenant passer à l'évolution des forteresses. Que sont-elles devenues à la fin du Moyen-Âge? Alors leur évolution dans le temps, elles ont très peu évolué finalement au point de vue architectural. Elles sont restées quand même dans leur ambiance des 13e, 14e siècle. Mais selon l'endroit où elles étaient placées, selon la pression militaire, on peut dire, qu'il y a eu dessus, elles ont été plus ou moins adaptées à l'arme à feu. Parce que c'est ça la grande charnière dans l'architecture militaire, hein, c'est quand est-ce qu'un château est adapté à l'artillerie à poudre, ou quand est-ce qu'il l'est pas, quoi. Donc on a eu des adaptations. Souvent, c'est juste quelques ouvertures de tir qui sont un peu élargies, pas grand-chose. Il y a 2 châteaux qui ont reçu des adaptations un peu notables. Puylaurens, où on est allé rajouter un système de chicane avant la porte d'entrée, une espèce de sas
derrière la porte d'entrée où on pouvait mettre des fusils, des rangées de fusils, etc. pour empêcher que que l'assaut ait lieu, avec des barrières anti-grenades en palissade de bois, voilà. Donc là, on a eu des aménagements qui sont pas énormes au point de vue ampleur, qui n'ont pas modifié radicalement la structure du château, mais qui sont clairement pour l'arme à feu. L'autre endroit, celui qui a été le plus modifié, où là, on a un peu touché à la structure, c'est Quéribus. D'accord. Quéribus, on y a rajouté un mur bouclier très épais, où on a une magnifique canonnière, une canonnière double, qui couvre tout le système d'accès. On a sans doute rabaissé le donjon, qui était possiblement plus haut. On l'a doté de talus d'artillerie, là où on peut mettre des canons. Enfin, voilà, là il y a eu un réaménagement. Et c'est un réaménagement nécessaire parce que Quéribus était sur la frontière, le plus visible. Et quand on se balade à Quéribus, qu'on fait le tour, on s'aperçoit que le donjon a été criblé de boulets de canon. Il y a des trous partout dans le donjon, donc ça a été canonné. Et c'était nécessaire de l'adapter, quoi. D'accord. Et donc pour celles qui n'ont pas eu cette transition Alors celles qui n'ont pas eu la transition, ça dépend des statuts. Il y en a qui ont été abandonnés très tôt, vers le XVIe siècle, les premiers abandons, Montségur, Aguilar, on les abandonne, elles n'ont plus d'intérêt. Termes par exemple a été détruit par ordre du roi au XVIIe siècle. Il y a eu des problèmes, il a été pris par des gens que le roi n'aimait pas, on va dire. Le château a été démoli sur ordre du roi. Et les autres ont été entretenus assez longtemps, hein. Puis on a les dernières garnisons, quitte Peyrepertus ou Puylaurens dans les années 1800, ou même Lastour dans les années 1800. Donc c'est entretenu sans doute parce qu'il y a ces exemptions fiscales et que les gens font durer le système, se font oublier. Hein. Voilà, tant qu'on pense pas à nous, on continue. Puis après, bon, à partir du 19e, c'est l'abandon. Mais c'est abandonné en 1800, mais à partir des années 1860, c'est l'intérêt pour les monuments historiques. Donc ils vont avoir une autre page de l'histoire qui va s'ouvrir. Là. L'épisode touche à sa fin. Je vous remercie encore une fois, David, d'avoir été avec nous pour nous dévoiler tous les secrets des forteresses. Quant à nous, on se retrouve dès la rentrée pour de nouveaux épisodes du podcast du département de l'Aude. En attendant, n'hésitez pas à soutenir la candidature sur le site forteresse-royale-du-Languedoc.fr et à suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À très bientôt!